Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta sesión de Yo Sigo Publicando. En esta sesión vamos a empezar a hacer algo bueno, que tenemos muchas ganas de hacer desde Yo Sigo, que es empezar a presentar sesiones en diferentes idiomas, de manera que la plataforma vaya siendo multilingüe y podamos ir respondiendo a necesidades de diferentes personas independientemente del idioma. Hoy con nosotros tenemos a Vincent Larivière, que va a dar una pequeña introducción sobre la bibliometría. La bibliometría es el campo de investigación en el que sobre todo estamos trabajando también Daniel, Wenceslao, yo mismo, muchos de los miembros de Yo Sigo Publicando, y es un campo que, bueno, independientemente de que sea una disciplina científica, también nos afecta a todos porque es, digamos, del campo de donde vienen los temidos índices de cita, el factor de impacto y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Vincent es catedrático de la Universidad de Montreal, en Canadá. En la facultad, él trabaja en la Facultad de Biblioteconomía y Ciencias de la Información y es un referente mundial en este ámbito de investigación, en la evaluación de la ciencia y la bibliometría. Además, es director científico de la plataforma de revistas Erudit. Erudit es algo similar a Dialnet. No sé, supongo que la gente de Ciencias Sociales y Humanidades que estáis sí que os sonará a Dialnet, que es un repositorio de revistas para el ámbito hispanohablante, ¿no? Pues Erudit sería el homólogo francófono. También es director científico asociado del Observatorio de Ciencia y Tecnología y del Vicerrectorado de Planificación y Comunicación de la Universidad de Montreal. Ha publicado en Nature, en PNAS, en eLife, en todas las grandes revistas y sobre muchos temas, actualmente sobre todo sobre desigualdades en ciencia, pero también sobre factores de impacto, acceso abierto, sobre la industria de la publicación científica, tiene varios papers bastante interesantes. Y bueno, yo mientras ahora, antes de darle la palabra a Vincent, voy a compartiros también algunos enlaces por el chat para que podáis cotillear un poquito su perfil y las cosas que va haciendo. La charla será en francés, como ha comentado Vincent, pero obviamente podéis preguntar tanto en español, en inglés o en francés. Estamos por el chat, Wences y yo también atentos. Y nada, con esto ya le doy la palabra a Vincent. So, Vincent, the floor is yours. And I'll share my screen so that you can Sure. start. Okay, OK, thank you. excellent. Thank you very Donc, much. merci beaucoup de l'invitation. Mon espagnol est inexistant. Donc voilà, si vous avez des questions en espagnol, évidemment, vous pouvez probablement les poser à Nicolas et puis il fera la traduction en anglais pour moi. Donc, écoutez, j'ai préparé une petite présentation d'introduction à la bibliométrie qui va couvrir plusieurs aspects. On va commencer par discuter des transformations des modes d'évaluation de la recherche. Donc, on pourrait dire les raisons pour lesquelles la bibliométrie elle est si importante aujourd'hui. Ensuite, on va parler un petit peu des sources de données. Et enfin, des différents indicateurs qui existent en bibliométrie. Donc, je vais parler plus généralement de comment on compte les volumes de publication, la collaboration, etc. Mais je vais également parler du facteur d'impact, de l'indice H et puis des altmétriques. Et enfin, on va conclure avec une discussion des effets pervers. Malheureusement, on peut dire que la bibliométrie a eu des conséquences sur le système de la recherche en général. Et donc, on peut dire dans beaucoup de cas, en fait, même malheureusement, des conséquences négatives sur la façon dont les gens, les chercheurs publient. Donc, on va conclure, disons, sur cette note-là qui est un peu plus, on pourrait dire, critique et négative, mais il faut quand même être conséquent et comprendre là, les effets que l'on peut avoir sur le système. Désolé, je dois faire quelques petites manipulations à chaque fois que je change de transparent. Donc, l'évaluation par les pairs, ou l'évaluation de la recherche, pardon, traditionnellement, tout ça se fait via l'évaluation par les pairs. Et l'évaluation par les pairs, elle est présente à tous les niveaux en sciences. Qui détermine le prochain professeur, par exemple, que nous allons engager dans mon département? Bien, ça va être les collègues. Qui détermine l'acceptation d'un article scientifique? C'est encore les différents groupes de pairs. Qui détermine le financement de la recherche, ce sont toujours les pairs. Donc, la science, c'est un groupe social qui a une certaine indépendance par rapport aux différents autres champs. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui décide si un chercheur va être financé, ça va être d'autres chercheurs. Donc, tout ça fonctionne, on pourrait dire, de façon relativement indépendante par rapport aux autres sphères de la société. Il y a par contre des limites à l'évaluation par les pairs. Alors, on sait que l'évaluation par les pairs, elle est imparfaite.
La première limite de l'évaluation par les pairs, c'est qu'elle est subjective. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà soumis un article scientifique dans une revue savante, bien, il est fort possible que vous ayez eu une évaluation très positive et en même temps une évaluation très négative. Donc, les chercheurs ne s'entendent pas sur ce que c'est que de la bonne recherche. L'évaluation par les pairs est imparfaite parce qu'elle n'est pas tellement, on pourrait dire, reproductible. Le deuxième élément, c'est que l'évaluation par les pairs, elle est quand même assez difficile à faire pour les grands groupes. Si je veux évaluer quelques chercheurs, c'est possible. Mais disons que je veux évaluer l'ensemble de la recherche qui se fait à l'Université de Granada. J'ai besoin d'au moins quelques centaines de pairs qui vont évaluer les experts de leur domaine. Donc, ça devient extrêmement difficile à gérer lorsqu'on veut faire l'évaluation macroscopique des chercheurs, des universités, voire des pays. Et c'est à ce niveau-là où il y a vraiment un intérêt pour la bibliométrie. La bibliométrie, à mon sens, elle n'est pas utile pour évaluer les individus. Elle est utile pour évaluer les grands groupes de recherche et comprendre la macrostructure de la science. Malgré ce que je viens de dire, la bibliométrie a pris beaucoup de place au cours des dernières décennies dans l'évaluation individuelle des chercheurs. Et il y a bon nombre de pays donc, qui ont institutionnalisé les indicateurs bibliométriques dans leur pratique d'évaluation de la recherche. Donc, par exemple, en Chine, jusqu'à récemment, et bon, c'est la pandémie qui est venue un petit peu changer ça, en Chine, on donne des primes à la publication basées sur les facteurs d'impact. Donc, si vous publiez dans une revue comme Science ou Nature, ça peut vous donner des primes qui vont jusqu'à environ 130 000 €. Donc, c'est des montants qui sont extrêmement élevés pour la publication savante là, dans les grandes revues prestigieuses. Il y a aussi toute la question des classements d'université qui sont venus en fait rendre la bibliométrie de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que ces classements-là sont en grande partie basés sur les données bibliométriques. Donc, on a vraiment un contexte international où la bibliométrie prend de plus en plus de place et elle prend de plus en plus de place dans l'évaluation des individus, malgré le fait que c'est peut-être l'endroit où on pourrait dire le niveau d'agrégation où la bibliométrie, elle est la moins intéressante, la moins utile. Donc, qu'est-ce que c'est la bibliométrie? Bien, essentiellement, c'est de prendre les documents qui sont écrits par les chercheurs et d'en faire le décompte. Ça semble très simple tout ça, mais ça peut devenir relativement compliqué. Mais essentiellement, pourquoi on prend les documents écrits? Bien, c'est que dans la plupart des domaines, on pourrait dire la seule production tangible de recherche qui est faite par les chercheurs, le seul artefact qui émerge du travail de recherche, ça va être un article. Dans certains domaines, évidemment, il peut y avoir des brevets, il peut y avoir des bidules technologiques, mais dans la plupart des domaines, la seule chose qui émerge, c'est un document écrit qui décrit en fait la découverte qui a été faite. Et donc, en mesurant les documents savants et leurs caractéristiques, on mesure d'une certaine façon la production des connaissances. La bibliométrie a une origine assez claire qui est le développement de collections dans les bibliothèques universitaires 19e, 20e siècle. Donc, déjà à l'époque, il y avait des pressions sur les bibliothèques quant aux abonnements. Donc, on n'était pas capable de s'abonner à l'ensemble de la littérature scientifique. Et donc, on allait regarder dans les documents quelles étaient les revues les plus citées. Et c'était donc aux revues les plus citées que l'on allait s'abonner. Évidemment, il y a toute une autre origine, un peu moins glorieuse, non pas de la bibliométrie, mais de la scientométrie. Les travaux, entre autres, de Galton et de Cattell, que vous connaissez peut-être, qui sont des psychologues américains qui ont un peu versé dans l'eugénisme. Donc, ça, c'est pas une origine qui est très, très glorieuse. Mais bon, du point de vue de la bibliométrie, c'est vraiment on pourrait dire une méthode qui émerge là, des sciences de l'information. Donc, pour faire de la bibliométrie, ça nous prend des jeux de données, ça nous prend des bases de données qui colligent l'information sur les documents savants. Évidemment, la forme que prend l'article scientifique, elle varie quand même entre les différents domaines. Donc ici, vous avez un article du domaine de la physique où on a essentiellement un titre. Donc, un titre, un nom de revue et puis un abstract. Ces informations-là nous donnent un contenu relatif à la thématique, à la discipline. Donc, c'est vraiment ces trois champs-là qui nous permettent de savoir dans quel domaine le travail de recherche il est réalisé.
De plus en plus de travaux s'intéressent au plein texte des documents savants. Je vais en parler un petit peu dans ma présentation, mais la très grande majorité des travaux en bibliométrie s'intéressent à ce que l'on appelle les métadonnées. Donc, c'est essentiellement tout ce qui se trouve en haut de l'introduction et ce qui se trouve après la conclusion. Donc, à partir du nom de la revue, du titre, du résumé, on connaît à peu près le domaine. À partir de la liste des auteurs, bien, on est capable de voir qui a fait le travail de recherche et quelles sont les pratiques de collaboration qui peuvent exister. Donc, on peut aller regarder les réseaux, on peut aller regarder la taille des équipes et on peut aussi assigner d'autres informations sociodémographiques à ces auteurs-là. Donc, on peut avoir des bases de données, par exemple, qui nous donnent de l'information sur l'âge des chercheurs, sur leur genre, et donc tout ça peut être attribué à partir des noms des auteurs. Une information qui est extrêmement importante dans les bases de données, c'est la question des adresses, des institutions qui ont contribué à l'article scientifique. Cette information-là sur les institutions, elle est au cœur de tous les classements d'universités. Donc, c'est à partir de la présence des universités au sein des articles scientifiques que, en grande partie, donc ce n'est pas le seul indicateur, mais c'est un des indicateurs les plus importants dans les classements d'universités. On voit que tout ça est quand même assez détaillé. On a le département, l'institution, la ville, le pays et le code postal, ce qui permet dans certains cas de savoir même au sein de la ville à quel endroit l'université est située ou le laboratoire est situé. Et enfin, à partir des informations sur les références citées, bien, on est capable d'aller mesurer l'impact scientifique. Donc, est-ce que votre travail de recherche il a été cité dans d'autres travaux? Donc, ici, c'est un article de physique. Contrastons cela à un article dans un autre domaine, qui est le domaine ici donc de l'histoire, un article sur le 18e et le 19e siècle. On voit donc que, ici, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de contenu, j'ai mis l'introduction. Pourquoi? Parce que l'article ne contient pas d'abstract. L'article ne contient pas de résumé. Et donc, la leçon ici, c'est que les bases de données bibliographiques qui sont utilisées en bibliométrie indexent ce qui est disponible sur les revues elles-mêmes. Donc, il n'y aura pas d'information nécessairement qui va être ajoutée. Donc, ici, l'enregistrement, le record, si vous voulez, dans la base de données, n'aura pas d'abstract parce qu'il n'y a pas d'abstract qui a été présenté. De la même façon, vous voyez, il y a un seul auteur et l'information sur l'institution, elle est quand même assez limitée. Donc, vous avez le nom de l'université et puis la ville. Évidemment, à partir de la ville, on est capable d'ajouter le pays, mais il n'y a pas d'information sur le laboratoire ou le centre de recherche. Donc, ça nous donne une base de données qui, bien que les bases de données en bibliométrie ont des données de, on pourrait dire, relativement bonne qualité, particulièrement dans le cas du Web of Science et de Scopus, il y a quand même certains trous, il y a quand même certaines informations manquantes, car elles ne sont pas disponibles sur les articles scientifiques directement. Donc, puis peut-être le dernier point ici. Ici, c'est un article en histoire. Vous voyez que la façon dont on cite, c'est quand même différent de ce qu'on voit dans les champs scientifiques. Donc, il s'agit ici de notes de bas de page et non pas d'une liste de références qui est disponible à la fin de l'article, ce qui amène quand même certains enjeux parfois du point de vue de la qualité de l'indexation. C'est beaucoup plus difficile d'aller indexer des notes de bas de page que d'indexer une bibliographie qui est claire à la fin d'un document. Donc, on a une diversité des données. Ça nous amène quand même à une série de bases de données. Et là, je n'ai pas mis l'ensemble des bases de données qui existent en bibliométrie. Mais il faut comprendre que toutes ces bases de données ont été créées à la base pour faire de la recherche documentaire. Donc, ce sur quoi on s'appuie pour faire de la mesure a été créé en fait, non pas pour la mesure directement, mais plutôt pour aider les chercheurs à trouver l'information dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment des outils de documentation savante pour pouvoir trouver la littérature qui est nécessaire. La base de données classique de notre domaine, c'est celle que l'on a appelée historiquement le Science Citation Index, qui est devenu aujourd'hui le Web of Science. Donc, la base de données, elle a été créée en 1900. L'idée, elle date des années 50 pour les sciences. Elle date en fait du 19e siècle pour ce qui est d'un indice de citation. Donc, Eugene Garfield, qui est le créateur du Science Citation Index, c'est vraiment basé
sur un concept qui existait déjà dans le domaine du droit, dans le domaine donc de la recherche légale. À partir du milieu des années 50, il travaille aux États-Unis afin de financer le projet donc, du Science Citation Index. Il réussit, fin des années 50, début des années 60, à obtenir un financement des National Institutes of Health et de la National Science Foundation, qui lui permet de créer un premier prototype d'une base de données, d'un indice de citation, qui était seulement basé au départ sur le domaine de la génétique. Et donc, tout ça est publié en 1961. Et ensuite, pour la base de données de 1963, qui est publiée en fait en 1964, on a la première version du Science Citation Index. Évidemment, on est à une époque où l'Internet n'existe pas, les ordinateurs sont à leur, on pourrait dire, premier balbutiement. Et donc, les premières versions du Science Citation Index sont des documents imprimés. Et j'en ai un ici. En fait, ça ne sera pas long. Il s'agit en fait de gros dictionnaires comme ça, où on a l'ensemble des informations sur les articles cités et les articles citants. En fait, ce document ici, c'est la première version du Journal Citation Report. Donc, c'est la première édition des facteurs d'impact des revues, si vous voulez. On reviendra sur cette question-là un peu plus tard. Bref, on crée donc au début des années 60, là, notre première base de données bibliographique. Évidemment, il y a dès le départ des enjeux de couverture. Donc, qu'est-ce qui est indexé dans le Science Citation Index et qu'est-ce qui n'est pas indexé? Évidemment, la base de données, elle est créée aux États-Unis. Et donc, l'univers autour duquel Eugene Garfield gravite est principalement composé de revues en anglais. Et donc, dès le départ, en fait, il y a un certain biais dans ce qui est choisi. Donc, dès le départ, le Science Citation Index indexe davantage de revues en anglais que de revues en français, en espagnol, en italien, etc. Plus le temps passe, plus la couverture de la littérature qui n'est pas en anglais décline. Donc, au départ, il y a une proportion d'allemand, donc de français, qui est beaucoup plus élevée que ce que l'on a aujourd'hui. Il y a aussi une couverture assez importante des revues en russe. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut s'assurer de voir ce qui se passe en URSS à l'époque. Le mode de sélection des revues au départ, c'est quoi? Bien, c'est des revues qui sont sélectionnées sur la base des citations reçues. C'est encore le cas, mais évidemment, il y a un enjeu, puis je ne veux pas rentrer dans les détails du ce que l'on pourrait appeler le jeu de données originel. Donc, mais je vais quand même mentionner quelques mots là-dessus. Quand Eugene Garfield décide d'essayer de trouver les revues les plus citées, bien, il doit faire un choix des revues dans lesquelles il va essayer de voir les revues qui sont les plus citées. Donc, autrement dit, s'il n'existe pas de base de données de citation et que je dois choisir des revues pour trouver qu'est-ce qu'elles citent, le choix donc de mes revues originelles va influencer ce que je vais trouver qui est le plus cité. Donc, autrement dit, si le Science Citation Index avait été inventé en Allemagne plutôt qu'aux États-Unis ou en France plutôt qu'aux États-Unis, mais il est fort possible que la couverture de la littérature en allemand ou de la littérature en français aurait été pas mal plus élevée parce qu'on aurait cherché dans les revues que l'on connaît, les revues autour desquelles on gravite. Bref, on choisit les revues sur la base des citations reçues. Au départ, le nombre de revues indexées, il est relativement faible. On parle d'à peu près 3000. Avec le temps, l'indexation de ce qui est inclus dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Web of Science s'agrandit. Donc, on crée aussi une base de données pour les sciences sociales et pour les arts et les humanités. Et aujourd'hui, ce qu'on va avoir dans le Web of Science, évidemment, va varier un peu en fonction de l'abonnement que l'on va avoir en tant qu'institution ou en tant que chercheur, ce qu'on va être capable de se procurer. Dans sa version la plus inclusive, le Web of Science indexe plus de 30 000 revues. Donc, on a créé une nouvelle base qui s'appelle le Emerging Sources Citation Index. On a aussi les Preceding Citation Index. Et donc, on a vraiment une couverture qui est quand même relativement vaste. Tout ça a été en grande partie causé par, on pourrait dire, la pression de la compétition. Et là, je fais une petite parenthèse. De 1960
2003 jusqu'en 2004, le Web of Science est la seule base de données bibliométrique qui existe. On est dans une situation de monopole complet sur à la fois les analyses bibliométriques et puis la recherche documentaire. Pendant cette période-là, il n'y a pas énormément d'innovations qui se font parce que c'est un monopole. À partir de 2004, qui est le moment où Scopus est créé, et je vais parler de Scopus dans quelques instants, là, on voit un peu plus d'innovation, on voit davantage d'augmentation de la couverture, de nouvelles variables incluses, etc. Donc, on a un monopole qui a fait en sorte que la couverture restait relativement stable pendant cette période-là. Depuis quelques années, le Web of Science augmente sa couverture. Bref, j'arrête de parler du Web of Science pour parler un petit peu maintenant de Scopus. Donc, Scopus, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une autre base de données qui est en fait très similaire aujourd'hui au Web of Science. Scopus, c'est la création de l'éditeur Elsevier. Donc, au début des années 2000, Elsevier réalise que, bon, Elsevier publie des milliers de revues, mais l'ensemble des métadonnées de ces revues étaient envoyées au Web of Science pour la création donc de cette base de données. Ils se sont dit, bien là, puisque nous, on a déjà des revues, on possède déjà les métadonnées, donc ce serait relativement facile pour nous de bâtir sur nos propres revues et ensuite d'aller indexer davantage de revues qui ont été publiées par d'autres éditeurs. Et donc, Scopus est devenu la première compétition que le Web of Science a obtenue. Et dès le départ, Scopus, en fait, indexait davantage de revues que le Web of Science. La qualité des données au cours des premières années, elle n'était pas aussi bonne que celle du Web of Science, mais aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'à peu près à tous les niveaux, les deux bases de données sont équivalentes. Elles indexent un nombre de revues qui est similaire et la qualité des données, elle est à peu près la même. Évidemment, tout ça amène des débats, particulièrement en termes on pourrait dire, d'indicateurs d'impact des revues. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Mais évidemment, Elsevier se trouve objectivement à être à la fois un éditeur de revues savantes, mais également un évaluateur de revues savantes à partir de ces indicateurs. Donc, il y a un certain conflit d'intérêts, si vous voulez, dans ces deux positions-là, où là, évidemment, Elsevier a intérêt à créer des indicateurs bibliométriques qui font en sorte que ces revues paraissent plutôt bien. Si vous avez des questions là-dessus, on peut en reparler tout à l'heure, mais bon, ça serait tout pour Scopus. Je vais parler un petit peu de Google Scholar qui en fait, non, je vais faire une petite parenthèse, permettez-moi. Donc, Web of Science et Scopus sont assez similaires. Ce sont des bases de données qui ont une couverture qui est quand même importante, mais qui n'est pas exhaustive. Donc, dans les deux cas, ce sont des bases de données qui couvrent la littérature la plus citée à l'échelle internationale. Et donc, dans les deux cas, la littérature qui n'est pas en anglais, la littérature qui vient des pays du Sud, se trouve à être extrêmement sous-estimée. Donc, quand on utilise ces outils de mesure-là pour mesurer les sciences naturelles et la médecine, ça fonctionne assez bien. Si on veut mesurer la recherche en sciences sociales et humaines, c'est un peu plus difficile, particulièrement quand cette recherche-là, elle vient de pays non anglophones. Donc, si vous êtes un sociologue britannique, un sociologue américain, votre littérature, vos articles vont être indexés. Si vous êtes un sociologue québécois et que vous écrivez en français, bien, vos articles ne seront en toute probabilité pas indexés par le Science Citation Index, le Web of Science ou bien Scopus. Donc, il y a vraiment des enjeux de couverture régionale qui sont un peu problématiques. Ce qui m'amène à Google Scholar. Google Scholar, aujourd'hui, c'est la base de données qui est la plus utilisée. Pourquoi? Bien, parce qu'elle est gratuite et parce que c'est Google. Donc, pour la recherche documentaire, je suis certain que tout le monde ici a déjà utilisé Google Scholar. Google Scholar, en fait, a une indexation qui est très, 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 très large. Donc, on indexe à peu près tout ce qui a l'air d'un article scientifique. Évidemment, dans tout ça, il y a des documents qui ne sont pas des articles scientifiques. Donc, par exemple, quand on va sur mon profil Google Scholar, il y a évidemment des articles, il y a des livres, il y a des actes de colloque,
Et donc, ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'on mesure de façon plutôt exhaustive mes différents travaux. Mais il y a aussi des plans de cours, ou ce que l'on appelle des syllabus. Pourquoi? Bien, parce qu'un syllabus, ça ressemble un petit peu à un article scientifique. Il y a un titre en haut, il y a un résumé du cours et il y a des références à la fin. Donc, Google Scholar ne fait pas un travail très précis d'indexation. On fait vraiment une indexation qui est globale. Et donc, pour ce qui est de la mesure, ça amène quand même certains problèmes. Donc, si on fait une petite comparaison dans les 3 sources de données, donc disons que dans mon CV, j'ai 50 articles. Hein. Le nombre réel de mes contributions, c'est 50. Le Science Citation Index en aurait peut-être 40. Scopus en aurait peut-être 42, 43. Et dans Google Scholar, il y en aurait 90. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des doublons, il y a des documents qui ne sont pas des documents savants, il y a donc il y a des problèmes avec l'inflation, si vous voulez, de Google Scholar. Et le dernier élément qui est un peu problématique avec Google Scholar, c'est que c'est extrêmement difficile d'aller extraire de l'information. Donc, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de ce qu'on appelle une API, il n'y a pas d'API pour aller chercher l'information. Vous êtes limité par l'interface et limité par ce que Google vous permet d'aller chercher comme information. Donc, c'est quand même un problème parce que c'est un outil qui pourrait être extrêmement utile pour faire de la bibliométrie, mais dans les faits, son usage, il est très, très limité. Dernière source de données que je voudrais mentionner, c'est la base de données Dimension, Dimensions, qui est une création de Digital Science qui appartient à Springer Nature. Donc, c'est vraiment une base de données qui, encore là, appartient à une immense compagnie. Et là, vous voyez ici, toutes les sources de données en bibliométrie, malheureusement, appartiennent à des intérêts privés. Donc, il y a un enseignement que je crois on doit avoir comme discipline, c'est qu'il faut que l'on crée nos propres sources de données. Il faudrait, dans un monde idéal, se réapproprier nos modes de mesure de la science. En ce moment, tout ça nous coûte extrêmement, extrêmement cher. Donc, Dimensions vise en fait à faire une sorte de, on pourrait dire Google Scholar, mais qui est disponible, où les données sources sont disponibles. Donc, on part en fait de tous les articles qui ont un DOI, et ensuite, on collige une certaine quantité d'informations associées à tout ça. La couverture de Dimensions, elle est extrêmement grande. Donc, simplement pour vous donner une idée du nombre d'articles. Donc, dans le Web of Science et Scopus, on indexe environ 3 à 3,5 millions d'articles par année. Dans Dimensions, on est autour de 6,5 millions d'articles qui sont indexés. Dimensions indexe la littérature d'Amérique du Sud, une bonne partie de la littérature africaine. Donc, il y a vraiment un travail qui est fait pour être beaucoup plus inclusif dans l'indexation. Ce n'est pas une indexation qui est basée sur le nombre de citations, mais bien une indexation qui est basée, on pourrait dire, sur le fait d'avoir un DOI, d'avoir un Digital Object Identifier. Évidemment, et là, j'ai vu dans les commentaires, bon, il faut publier en anglais. Évidemment, le système, puis ça fait partie, on pourrait dire, des effets pervers de la bibliométrie. Pour être bien mesuré, il faut publier dans des revues en anglais internationales, etc. Évidemment, il faut faire attention avec ça, parce que tout ça a des effets sur ce sur quoi on travaille. Donc, puis là, je fais une petite parenthèse sur, malheureusement, les conséquences négatives de la bibliométrie. Je vais en parler tantôt, mais je pense que c'est important de la mentionner tout de suite. Si on dit aux chercheurs, vous devez être indexé dans le Web of Science ou dans le Science Citation Index, ça va peut-être faire en sorte qu'ils ne travailleront pas sur des thématiques qui sont importantes pour leur communauté. Donc, je prends un exemple. Disons que je suis un sociologue québécois. Ma spécialité, c'est la famille québécoise et bon, ses transformations au cours des 40 dernières années. Dans quelle revue, naturellement, j'irai publier? Bien, c'est dans une revue québécoise qui diffuse de la recherche en français. Cette revue-là, en toute probabilité, n'est pas indexée par le Web of Science. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête, que mes travaux se réorientent, non pas pour travailler sur la famille québécoise, mais sur la famille américaine ou sur la famille britannique. Et donc, structurellement, on crée des incitatifs pour que
nos chercheurs ne s'intéressent pas à ce qui est pertinent socialement dans leur communauté, mais plutôt ce qui est pertinent pour la culture dominante. Donc, si je suis un spécialiste du cinéma, il ne faudrait pas que je m'intéresse au cinéma québécois, mais plutôt au cinéma hollywoodien ou au cinéma américain, question de publier dans les revues internationales. Donc, vous voyez ici les effets négatifs qui font en sorte que nos universités ne deviennent plus des outils pour comprendre les communautés dans lesquelles elles s'insèrent, mais plutôt pour aller, on pourrait dire, renforcer la culture qui est dominante. Donc, il faut faire quand même assez attention et comprendre les effets structurels des bases de données et de la bibliométrie et d'essayer de, un peu mitiger tous ces effets. Et il y a évidemment une dérive du facteur d'impact où le facteur d'impact est devenu au cours, en gros, là, des 25 dernières années, non plus un indicateur pour faire du développement de collection, mais plutôt un indicateur pour faire de l'évaluation de la recherche. Donc, vous publiez dans une revue à haut facteur d'impact, vous êtes excellent. Vous publiez dans une revue à bas facteur d'impact, bien, vous êtes moins bon. La différence entre le Web of Science et le JCR, elle est très simple. Le Web of Science, c'est la base de données pour trouver les articles, pour trouver les citations, etc. Le Journal Citation Report, JCR, c'est vraiment la liste des facteurs d'impact des revues. Évidemment, le JCR, il est basé sur les données du Web of Science. Mais le JCR, c'est le sous-ensemble qui s'intéresse aux revues spécifiquement. JCR, c'est pour Journal Citation Reports, donc c'est vraiment cette table-là. Et puis, donc, dans cette source de données ou dans cette agrégation, si vous voulez, de données, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les facteurs d'impact, les relations entre les revues, quelle revue cite quelle autre revue, etc. Ma perception des revues émergentes, bien, écoutez, moi, je pense qu'une bonne base de données, elle est inclusive. Donc, c'est vraiment important que les sources de données il faut arrêter d'avoir des bases de données qui sont exclusives. Il faut avoir des bases de données qui sont inclusives. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui, compte tenu des outils documentaires, d'avoir des bases de données qui ne regardent que la littérature en anglais aux États-Unis ou au Royaume-Uni. On n'a aucune raison. Il n'y a rien qui excuse cette paresse autre que le profit et puis le travail que ça demande. Mais compte tenu de l'importance des revenus qui sont générés par ces sources de données-là, il n'y a pas de raison que l'on se limite en termes de couverture documentaire. Donc, dans un monde idéal, une base de données comme Dimensions, ici, qui vise vraiment à faire une indexation globale, deviendrait la nouvelle source de données, le nouveau, ce que l'on appellera en anglais le gold standard pour la mesure bibliométrique. Passons maintenant aux indicateurs principaux. Donc, en gros, la bibliométrie nous permet de comprendre plein de choses. Il y a évidemment toutes les analyses qui ont rapport à l'évaluation de la recherche, mais c'est, à mon avis, pas l'élément le plus intéressant. La bibliométrie nous permet de comprendre la structure de la science, nous permet de comprendre les rapports de force, nous permet de comprendre des enjeux comme la place des femmes en sciences, les hiérarchies des universités, la mobilité des chercheurs, l'interdisciplinarité. Donc, si la communauté scientifique vous intéresse, si vous voulez comprendre ce champ-là, ce regroupement d'individus qui ont décidé de donner leur vie, si vous voulez, à la science, bien, la bibliométrie nous donne vraiment une fenêtre vers tout ça qui est extrêmement utile. C'est utile pour faire de la sociologie des sciences, de l'histoire des sciences, pour travailler sur les politiques scientifiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions auxquelles la bibliométrie permet de répondre qui ne sont pas des questions de ce qu'on appellera en anglais bean counting, qui ne sont pas des questions qui ont rapport à est-ce que Giulio, il est meilleur que Julia ou des trucs comme ça? Est-ce que Harvard est meilleur que Yale? Donc, ce n'est pas nécessairement les trucs les plus intéressants. Mais il y a des questions de politique scientifique qui sont extrêmement importantes. Et je vais en mentionner une. C'est la question du financement de la recherche et de la taille des montants que l'on devrait donner aux chercheurs en termes d'octroi. Il y a deux écoles de pensée
sur ce qu'on pourrait appeler la concentration du financement. Il y a le modèle à l'américaine, donc le modèle des États-Unis, où on décide de donner beaucoup d'argent à quelques personnes. C'est un modèle qui est basé sur la concentration. Et c'est le modèle que l'on appelle, disons, basé sur l'excellence. Donc, on essaie de trouver qui sont les chercheurs vraiment excellents et on donne des millions de dollars à ces personnes-là. Et le reste a rien. Donc, on concentre l'argent entre les mains de quelques individus. Le modèle canadien, il est un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on donne un peu d'argent, mais à beaucoup de monde. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'il y a un certain élément de chance dans la science, il y a un certain élément de hasard. Et donc, plus il y a de gens qui font de la recherche, plus il y a de chances qu'on découvre quelque chose d'extrêmement important. Et les deux modèles coexistent à différents degrés dans la communauté scientifique. Les données bibliométriques nous permettent de voir lequel des deux modèles fonctionne le mieux collectivement. Parce qu'évidemment, à l'échelle individuelle, si je donne beaucoup d'argent à quelques personnes, bien pour ces personnes-là, c'est génial. Ça les rend très productifs, ça leur donne beaucoup d'impact. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont laissées pour compte et qui donc contribuent moins à l'avancement des connaissances. La bibliométrie nous permet de résoudre cette question-là. On le fait, mais bon, c'était évidemment pour le Canada, donc ça n'a pas eu l'impact le plus important au monde. Mais bref, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les bénéfices collectifs sont beaucoup plus élevés lorsqu'on donne un petit peu d'argent à tout le monde que lorsque l'on concentre le financement entre les mains de quelques personnes. Donc, je vous mentionne cet élément-là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un bon exemple d'indicateur bibliométrique ou d'analyse bibliométrique qui n'est pas de l'évaluation de la recherche, qui n'est pas de la sociologie, mais qui est plutôt des éléments de politique scientifique, de politique publique qui permettent de nous aider en fait à prendre la meilleure décision possible sur la façon dont on organise la science dans nos pays. Bref, je mentionne ici les principaux indicateurs qui peuvent être utilisés. Donc, évidemment, il y a toute la question des volumes d'articles. Donc, combien d'articles ont été écrits. Parfois, on va aller faire un comptage fractionnaire en fonction du nombre d'auteurs. Parfois, on va faire un comptage unitaire, ce qui est un peu l'équivalent de ce qu'on a sur le CV. On peut aller mesurer la spécialisation. Donc, est-ce qu'une université, un pays, une ville se spécialise dans un domaine ou non, on n'est pas spécialisé dans ces domaines-là. Il y a évidemment toute la question des indicateurs d'interdisciplinarité. Donc, on peut, à partir des références citées, voir si les chercheurs citent ou s'appuient sur un spectre de disciplines, ou plutôt, c'est un article de physique et l'article ne cite que des travaux de physique. Donc, on est vraiment capable d'aller regarder cette dimension-là. La question de l'impact, elle est extrêmement présente en bibliométrie. Donc, on va aller mesurer le nombre de citations. Tout ça doit être normalisé, évidemment, par l'année de publication et par la spécialité. Puis bon, il y a plein de méthodes un peu plus sophistiquées. Il y a beaucoup de littérature là-dessus sur comment devrait-on normaliser les mesures de citation. Toute la question des facteurs d'impact qui est essentiellement une mesure de citation appliquée aux revues. Et enfin, l'indice H là, sur lequel je vais revenir dans quelques instants pour vous dire tout le mal que je pense de cet indicateur. Mais dans tous les cas, c'est vraiment crucial de bien regarder les choses à l'échelle des disciplines. Donc, il y a une importance de classification disciplinaire et de normalisation qui est cruciale. Donc, autrement dit, on ne peut pas comparer des physiciens avec des sociologues. Les volumes de production ne sont pas les mêmes, la collaboration n'est pas la même et les volumes de citation ne seront pas les mêmes. Donc, la communauté scientifique, c'est un groupe social, mais c'est un groupe social qui est évidemment fragmenté en disciplines, qui est fragmenté aussi horizontalement à l'échelle d'institutions et de pays. Mais en gros, le facteur déterminant en grande partie, c'est celui de la discipline. Donc, je vais passer un peu de temps. Là, Nicolas m'a dit là, que j'avais autour d'une heure, une heure quart. Donc, on est à peu près un peu passé la moitié de ce que je veux vous présenter. Donc, je vais parler quand même un petit peu des citations qui sont un élément quand même assez crucial en bibliométrie.
Donc, les citations sont donc notre indicateur d'impact le plus utilisé. C'est un indicateur qui est imparfait, mais il ne faut pas oublier le sens du mot indicateur. L'indicateur, ce n'est pas la réalité. L'indicateur, c'est la représentation quantifiée d'un concept qui est, bon, plus ou moins clairement défini. Ici, on parle d'impact scientifique. C'est notre concept. L'impact, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'en gros, ce qui a été écrit a un certain effet, a une certaine influence sur les travaux qui sont subséquents. Puis je pense que les citations dans l'ensemble répondent assez bien à ce critère-là. Maintenant, il y a quand même des limites aux indicateurs de citation. Je veux parler rapidement des autocitations, des articles jamais cités, puis de la corrélation entre les citations et l'excellence. Je vais peut-être mentionner le dernier point rapidement. Les citations et puis l'évaluation par les pairs ont une certaine relation. La relation, elle n'est pas parfaite, mais on parle d'un R carré autour de, en gros, 0,6, 0,7, 0,8 entre les deux en fonction, évidemment, du niveau d'agrégation. Donc, les citations, l'excellence, elles sont reliées, mais ce n'est pas une corrélation qui est parfaite. Maintenant, les autocitations, c'est quand même assez rare. En fait, ce n'est pas vrai. Pas que c'est rare, mais on va dire que ça varie quand même pas mal en fonction de la carrière des chercheurs. Donc, ce que vous avez ici, c'est des résultats qui ne sont pas publiés encore, mais qui, je pense, sont assez intéressants sur les autocitations et puis les autoréférences. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, elle est très simple. Votre pourcentage d'autoréférence, c'est comptabilisé comme étant de toutes les références que vous faites. Donc, à la fin de vos articles, il y a vos bibliographies. De toutes les références que vous faites, quelle est la proportion que vous faites à vos propres travaux? Donc, c'est simple. On prend la bibliographie des gens, puis on regarde la proportion qui est faite à leurs propres travaux. Le pourcentage d'autocitation, il est analogue, mais le dénominateur, ce n'est pas l'ensemble des références, mais plutôt l'ensemble des citations que vous avez reçues. Donc, vous êtes cité par plein de gens, mais de toutes ces citations-là que vous recevez, quelle est la proportion que vous avez fait vous-même? Ce que l'on voit sur cette courbe-là, c'est que les deux indicateurs qui sont similaires évoluent toutefois de façon complètement opposée en fonction de la carrière des chercheurs. Donc, en début de carrière, votre proportion d'autoréférence, il est très bas. Pourquoi? Bien, parce que vous n'avez rien écrit encore. Et plus votre carrière avance, plus ce pourcentage-là augmente et donc plus vous vous basez sur ce que vous avez fait avant. Ce qui, évidemment, suggère que les autoréférences sont fonction de l'âge et, évidemment, sont fonction du fait qu'un chercheur ne change pas de thématique de recherche tout le temps. Donc, vous travaillez sur le même objet au fur et à mesure que votre carrière avance et c'est normal que vous vous basiez sur ce que vous avez fait avant. À l'opposé, les autocitations, elles, sont en déclin. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, c'est assez clair qu'en début de carrière, personne ne connaît vos travaux sauf vous. Donc, vous allez, de toutes les citations que vous recevez, bien, il va y avoir une grande partie que vous avez fait vous-même. Et plus votre carrière avance, plus vous êtes connu et donc plus que vous vous donnez comme citation va être un pourcentage plus bas. Tout ça pour dire que les autocitations, les autoréférences, ce n'est pas un immense problème. Vous voyez, c'est un pourcentage qui est quand même assez faible de l'ensemble des citations que quelqu'un va recevoir. Les articles non cités, c'est aussi un petit pourcentage. Vous voyez ici, là, lorsqu'un article est publié, bien, il y a seulement un petit pourcentage des articles qui sont cités. Maintenant, plus le temps passe, plus la proportion d'articles cités, elle augmente. Et on voit que dans les domaines de la médecine, des sciences naturelles et des sciences sociales, ce qui se trouve à être en haut, on a une proportion d'articles cités qui est très, très élevée. Dans les domaines des arts et des humanités, c'est évidemment beaucoup plus bas. Pourquoi? Bien, pour des raisons de couverture de la base de données et pour des raisons du fait que les livres qui sont extrêmement importants dans ces domaines-là ne sont pas très bien indexés non plus. Je poursuis. Peut-être rapidement, un élément sur la typologie des citations. Je vais parler un peu des citations négatives. Évidemment, toutes les citations ne sont pas égales. Puis en fait, je vais revenir à un transparent sur lequel je suis passé, qui est celui-ci, qui nous dit en fait à quel endroit on cite dans un document savant. Donc, la plupart des références, la plupart des citations dans le texte sont dans l'introduction. Il n'y a à peu près pas de citations dans la méthode, un petit peu dans les résultats, et à la fin, dans la discussion, il y a davantage de citations. Ce que ça nous dit essentiellement, c'est que la plupart des citations servent à
mettent la table. C'est des citations de contexte, c'est des citations qui visent en gros à montrer que l'on a fait nos devoirs, que l'on rend crédit, si vous voulez, à la littérature scientifique qui a été écrite par nos collègues. Maintenant, dans la discussion, il y a un nombre assez important de citations et celles-ci sont souvent un sous-ensemble de ce qui est dans l'introduction. Donc, on va avoir mentionné une étude dans l'intro et à la fin de l'article, dans la conclusion, on va venir comparer nos résultats avec ce qui a été obtenu là, dans ces études-là précédentes. Évidemment, on pourrait mentionner que les articles cités dans la discussion, ce sont des articles qui ont une importance beaucoup plus grande. Ce sont des articles qui sont plus importants à l'article citant que simplement ce qui est dans l'intro. Donc, malgré le fait que les indicateurs de citation considèrent toutes les citations comme étant égales, en réalité, il y a des articles beaucoup plus importants que d'autres, si vous voulez, au sein d'un article citant. Avec certains collègues, on a travaillé en fait à aller voir, puis là, je suis conscient que j'ai passé sur la typologie de Moravchik. Je pourrais vous envoyer les transparents si vous voulez. J'enverrai ça à Nicolas pour ceux qui sont un peu curieux là-dessus. Mais je vais vous montrer ici la question des désaccords en sciences, qui est dans le fond notre fenêtre sur les citations qui sont négatives. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé, on pourrait dire, un algorithme basé sur du codage manuel qui a ensuite été là, appliqué à, de mémoire, là, autour de 3 millions d'articles scientifiques publiés par Elsevier. Donc, Elsevier nous a donné accès au plein texte, full text, des documents savants pour vraiment aller voir le contexte de citation des articles. Et ce qui nous intéresse, c'était les citations qui étaient un marqueur, si vous voulez, d'un aspect négatif, les citations qui étaient en opposition, les citations qui étaient associées à un désaccord, si vous voulez, entre l'article citant et cet article cité-là, ou entre deux documents qui étaient cités. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que tout domaine confondu, c'est moins de 0,5 % des citations qui sont négatives. En fait, c'est une citation sur 300 qui est négative. Donc, c'est quand même extrêmement faible. Ce n'est pas le mode de citation qui est le plus commun. On voit par contre qu'il y a une différence assez grande entre les domaines. Les sciences sociales et humaines sont à 0,6 et les maths et l'informatique, Math and Computers, sont à 0,06. Donc, on a vraiment un ordre de magnitude entre les deux. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que la prévalence des désaccords suit essentiellement ce que l'on appelle la hiérarchie des disciplines de Auguste Comte. Auguste Comte, c'est donc un des pères fondateurs de la sociologie. Et Auguste Comte, en fait, avait fait une hiérarchie des disciplines basée sur leur niveau de complexité et leur niveau de consensus. Donc, selon Auguste Comte, les sciences sociales sont beaucoup plus complexes que la physique. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont beaucoup plus difficiles à prédire. Le comportement des humains est beaucoup plus difficile à prédire que le comportement des molécules ou des particules. Et donc, puisque les sciences sociales ont un objet complexe, elles vont avoir moins de consensus, ce qui nous ramène évidemment au concept de paradigme de Thomas Kuhn. Donc, dans les sciences sociales, en général, il n'y a pas de paradigme, il n'y a pas de paradigme dominant, il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Alors qu'en physique et en chimie, il y a un consensus, il y a un paradigme dominant, un cadre qui permet d'expliquer les phénomènes. Et puisque les chercheurs entrent dans ce cadre-là, il y a un plus grand consensus. Donc, autrement dit, c'est très intéressant. Il y a deux enseignements ici. Les citations négatives, c'est rare, c'est pas fréquent. La plupart des citations sont neutres ou plutôt positives. Et la hiérarchie des disciplines respecte essentiellement ce que l'on peut, respecte en fait le niveau de désaccord. Il y a davantage de désaccords dans les domaines où les phénomènes sont plus complexes et où il n'y a pas de paradigme dominant. Donc ça, c'est un exemple en fait d'une étude bibliométrique et qui combine également le text mining, qui nous permet en fait de mieux comprendre la science et nous permet de mieux comprendre aussi les outils bibliométriques. Je passe rapidement sur les autres résultats. Peut-être simplement présenter celui-ci qui est toujours lié à la même étude, qui est assez intéressant, sur les autocitations. Donc, évidemment, il y a davantage de désaccords
lorsque ce n'est pas une autocitation, ce qui est quand même un peu drôle et logique, mais ça nous dit que les gens sont en général d'accord avec eux-mêmes et plus souvent en désaccord avec les autres, ce qui est quand même assez bon, je crois, pour la santé mentale de tous et chacun. Je vais parler rapidement du facteur d'impact. Je vais quand même passer rapidement là-dessus. Le facteur d'impact, c'est un indicateur qui prend une place très importante dans la communauté scientifique depuis une vingtaine d'années. C'est un indicateur qui est très simple, où essentiellement, on va aller regarder le nombre de citations reçues par une revue sur une période de 2 ans. Donc, ça nous donne une idée de l'impact à très, très, très court terme des articles publiés dans une revue. L'indicateur a pris une place démesurée dans le champ scientifique. C'est à partir de cet indicateur-là que bon nombre de gens vont choisir les revues dans lesquelles ils publient. Il y a de l'évaluation, il y a des primes qui sont basées sur tout ça. Là, je veux juste vous mentionner certaines limites du facteur d'impact qui sont quand même assez importantes de mentionner. La première, c'est qu'il y a une erreur de calcul dans le facteur d'impact. Donc, aussi absurde que cela puisse paraître, il y a un problème, en fait, dans le calcul où, au numérateur, on va compter l'ensemble des citations reçues par n'importe quel type de document publié par la revue, mais au dénominateur, on va simplement compter les articles et les review articles. Donc, on compte des trucs au numérateur qui n'ont pas de documents correspondant au dénominateur, ce qui évidemment amène une inflation du score, particulièrement pour les revues comme Science and Nature. Vous voyez, je ne les ai même pas ouverts. C'est un vieux numéro de janvier 2022, là, donc je ne suis vraiment pas à jour dans mes revues savantes. Je vais l'ouvrir pour vous. Quand vous ouvrez un numéro de Science, ça commence, c'est de la publicité, puis il faut attendre peut-être la 30e page, 40e page pour avoir un premier article. Vous voyez, la moitié de la revue, ce n'est pas des articles, puis l'autre moitié, c'est des documents savants. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que tout ce qui est au début de la revue, c'est des documents qui peuvent être cités. C'est des actualités scientifiques, c'est des éditoriaux, c'est des lettres à l'éditeur. Ces documents-là, ils sont cités, mais ne sont pas comptés au dénominateur, ce qui amène évidemment une inflation du facteur d'impact pour les revues. Puis c'est ce que vous voyez ici dans l'encadré qui est à droite, le facteur d'impact symétrique, puis le facteur d'impact du JCR, qui est le facteur d'impact officiel. Et on voit que le facteur d'impact officiel, il est beaucoup plus élevé. Et dans certaines revues, l'inflation qui est associée va jusqu'à presque 27 %. Et donc, ça crée un déséquilibre. Il y a des revues qui sont avantagées compte tenu qu'elles publient des documents, des éditoriaux, etc. Donc, il y a un problème de calcul. Autre limite, il est de moins en moins corrélé avec les citations reçues. Donc, je passe rapidement, mais le pouvoir prédictif du facteur d'impact, il est de moins en moins élevé. On est de moins en moins capable de prédire le futur impact d'un article scientifique en fonction de la revue où l'article est publié. C'est observé aussi à l'échelle des revues spécifiquement. Donc, par exemple, une revue comme PNAS, dans les années 80, concentrait à elle seule presque 10 % des articles 1 % les plus cités. Donc, il y avait vraiment une concentration des articles importants au sein de cette revue-là. On voit un déclin depuis le milieu des années 80. Puis aujourd'hui, c'est autour de 3 %. Donc, les grandes revues qui sont super prestigieuses, dans les faits, sont en déclin par rapport compte tenu, en fait, qu'il y a plein de nouvelles revues qui sont créées. Il y a évidemment des différences entre les disciplines. Le facteur d'impact maximum, ça, c'était pour des données de 2016. Donc, évidemment, les scores ont augmenté, mais le facteur d'impact maximum en médecine clinique, c'est 187. Maximum en mathématiques, c'est moins de 10. Donc, les domaines ne sont pas égaux les uns par rapport aux autres. Ça, c'est un élément un peu technique, mais je crois que c'est important d'être mentionné. Mais évidemment, la question de la distribution à partir de laquelle le facteur d'impact est calculé. Donc, les volumes de citations reçus par des articles d'une revue ne suivent pas une distribution normale. On n'a pas une tendance centrale qui est claire avec donc des extrêmes de chaque côté. Dans les faits, on est dans une distribution que l'on appelle non paramétrique où il y a quelques articles qui sont hautement cités, puis une majorité d'articles qui sont presque pas cités. Donc, vous le voyez ici, on a 4 revues qui ont des facteurs d'impact différents.
30, 15, 10 et 5. Et dans tous les cas, la majeure partie des articles sont peu cités et on a quelques articles qui sont hautement cités. Donc, pourquoi CERN a un facteur d'impact de 30? Bien, c'est vraiment parce qu'on a en gros une vingtaine d'articles qui ont été cités plus de 100 fois et c'est ce qui détermine là, notre valeur de facteur d'impact. Bon, je passe rapidement sur les... peut-être dernier point là, sur la question des quartiles. Là. Quand vous allez sur le JCR, le Journal Citation Report, on vous donne les quartiles des facteurs d'impact des revues. Mais ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'il n'y a pas de division naturelle sauf une dans les facteurs d'impact. Donc, ici, on a les données pour un domaine en particulier. On voit qu'il y a environ 5 à 10 revues, ici, bon, peut-être 7 revues, qui ont des facteurs d'impact vraiment, vraiment différents des autres. Et pour le reste, c'est à peu près la même chose. Et donc, cette revue, la revue, mais disons, qui est au 20e rang, la revue qui est au 20e rang, elle est beaucoup plus proche de la revue qui est au dernier rang que de la revue qui est au premier rang. Donc, malgré le fait qu'elle est dans le premier quartile, dans les faits, elle s'apparente bien davantage à une revue de dernier quartile qu'à une revue de premier quartile. Donc, cette classification en quartile ici, elle est extrêmement, on pourrait dire, imprécise et jusqu'à un certain point, je vais le dire en anglais, misleading. Donc, le facteur d'impact, c'est quand même un indicateur qui est problématique. Je passe rapidement là, sur les autres éléments. Là, en gros, simplement pour dire qu'il y a une inflation. Donc, les facteurs d'impact augmentent tout le temps parce que les volumes de publications et de citations augmentent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit complètement discréditer le facteur d'impact. Mais on doit vraiment faire attention parce que c'est un indicateur qui amène beaucoup, beaucoup d'effets pervers et qui a des effets négatifs sur les, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, sur les différentes communautés et puis sur les chercheurs en général. Je veux passer maintenant au altmétrique. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et pour faire ça, je vais aller directement à partir de... On va aller sur altmétrique directement, si vous me le permettez. Donc, on va avoir un point de départ qui est un article pour lequel on va aller chercher les altmétriques. Donc, les altmétriques, c'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des différentes informations que l'on est capable d'aller chercher à partir des plateformes en ligne. Donc, en gros, les altmétriques ont une définition qui est très, très large, qui inclut à la fois les tweets associés à un article, les liens Facebook, les citations dans les documents de politique publique. Donc, c'est extrêmement large comme catégorie, si vous voulez. Il y a des choses intéressantes dans tout ça. Il y a des choses qui le sont un peu moins. Donc, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Je crois que oui. Donc, on va aller sur le Altmetric Bookmarklet, qui est ici, qui nous donne... Donc, ici, j'ai pris cet article-là parce que c'est un article qu'on a écrit qui a quand même eu beaucoup de visibilité en ligne. Et donc, les altmétriques me permettent d'aller chercher, en fait, l'ensemble des informations en ligne qui ont été capturées, si vous voulez, par rapport à cet article-là. Donc, on a... Évidemment, au cœur de tout ça, on a les tweets. Donc, ça nous donne vraiment l'ensemble des tweets qui ont été faits, qui citent, si vous voulez, cet article-là. Donc, ça nous donne vraiment une idée globale de la visibilité. On a les liens Facebook qui sont quand même un peu limités, parce que c'est seulement les gens qui ont un public wall. Donc, ce n'est pas les comptes qui sont fermés, les comptes qui sont individuels. On a les news items, donc les éléments de nouvelles qui ont parlé. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant parce que ça nous permet d'aller mesurer la place de la science dans les médias. Ce n'est pas encore parfait dans la mesure où c'est quand même très centré vers les médias américains et britanniques, mais vous voyez ici, il y a des médias qui sont, dans ce cas-ci, autrichiens, si ma mémoire est, c'est .80, donc qui sont en allemand, mais qui proviennent d'Autriche. Donc, on a quand même un univers assez vaste. Les altmétriques, à mon sens, sont extrêmement utiles en tant que chercheur pour aller voir quelle est la visibilité de mes articles en ligne. Maintenant, en termes de mesure, en termes d'évaluation de la recherche, ce n'est pas encore tout à fait clair ce qui pourrait être fait. Ce n'est pas encore tout à fait clair, là, on pourrait dire, de l'usage des altmétriques pour l'évaluation de la recherche puis pour les politiques scientifiques. Mais il y a vraiment dans tout ça, je pense, l'embryon d'indicateurs, si vous voulez, de l'impact
de la science vers la société. Ça donne une nouvelle fenêtre vers laquelle on est capable d'aller voir ce que les scientifiques font et ce que la société peut voir en termes de leur production. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre les altmétriques et puis essayer en fait de distinguer dans tout ça ce qui est réellement utile de ce qui est peut-être un peu moins utile. Donc, les altmétriques, c'est un gros ensemble hétérogène et dans tout ça, il y a des éléments qui sont utiles et il y a des éléments qui ne sont peut-être pas si utiles que ça, ce qui fait en sorte qu'un score agrégé, là, un score compilé comme ce que l'on voit ici, le 1914, qui est le Aggregated Altmetric Attention Score, c'est intéressant, mais ce serait peut-être mieux de enlever le score agrégé et ne prendre que les scores individuels, dire, ben, voici la place dans les nouvelles, voici la place dans les tweets, et parce que, bon, être dans le journal, être dans Le Monde ou El País, ce n'est pas la même chose que d'être sur un tweet. Donc, tout ça est extrêmement hétérogène. Écoutez, je vais conclure avec quelques mots sur les effets pervers de tout ça. Et donc, je vais revenir à mon PowerPoint si vous voulez. J'en ai pour un petit instant. En gros, c'est un peu la merde. Je vais peut-être vous présenter je vais vous présenter un article là, qui nous montre en fait peut-être je ne dirais pas les effets pervers, mais les effets ludiques et humoristiques des altmétriques. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours très sérieux ce qui se passe sur les médias sociaux. Et donc, ici, vous avez un article qui a été extrêmement, extrêmement tweeté. Un article d'écologie, Variation in Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments. L'article était extrêmement tweeté. Pourquoi? Parce que dans la version publiée, on avait cette parenthèse-là qui disait « Should we cite the crappy Gabor paper here? » Donc ça, c'est évidemment une note interne entre les chercheurs. Ça n'a pas été vu par les évaluateurs, ça n'a pas été vu par les auteurs, ça n'a pas été vu par les éditeurs. Et donc, ça a été publié comme tel, ce qui n'était pas très, très gentil pour Gabor ici, qui était maintenant au courant que son article était considéré comme pas très bon par ses collègues. Évidemment, le score était extrêmement élevé. Donc, là où je veux en venir ici, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles un article peut être très, très, très tweeté. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de bonne science. Donc, autrement dit, la plupart des articles qui avaient des très hauts scores altmétriques, c'était à cause de trucs humoristiques ou de trucs qui étaient un petit peu déprimants. Donc, écoutez, je veux conclure en mentionnant peut-être quelques effets pervers et évidemment ensuite, je vais être disponible pour des questions. Il y a eu au cours des 2 dernières décennies une multiplication des indicateurs. Donc, il n'y a pas beaucoup il y a quelques standards en bibliométrie, mais il y a encore une création d'indicateurs qui se fait tout le temps, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir un usage un petit peu cynique des indicateurs bibliométriques. Donc, on peut toujours trouver un indicateur à partir duquel on paraît bien et se servir de cet indicateur-là pour nous évaluer. Il y a évidemment toujours la question de la transparence des indicateurs bibliométriques. Quand j'ai commencé à faire de la bibliométrie, il y a 2 décennies, les chercheurs n'étaient pas conscients que ça existait. Et donc, les chercheurs publiaient et citaient sans vraiment sentir de pression bibliométrique. Aujourd'hui, tout le monde connaît la bibliométrie au moins un minimum. Tout le monde est conscient qu'il y a ça autour d'eux et autour d'elle. Et ça fait en sorte que les comportements des chercheurs ont changé. Et ça, c'est un peu problématique parce que, bon, justement, les indicateurs perdent de leur pertinence à partir du moment où les gens savent à partir du quoi ils vont être évalués. Donc, il y a un adage en anglais qui dit je ne me souviens pas exactement, mais en gros, à partir du moment où un indicateur devient une cible, bien, il perd de sa pertinence. Hein? Donc, je pense que c'est la loi de Campbell. Il y a aussi mes collègues suisses qui ont cette citation-là, qui est, je pense, extrêmement importante, qui dit « Avec la bibliométrie, on a remplacé le goût de la science par le goût de la publication. » Puis là, il faut essayer de vous souvenir pourquoi vous avez décidé de devenir chercheur ou devenir scientifique.
c'est pas pour écrire des articles, c'est pour être stimulé intellectuellement, c'est pour contribuer à l'avancement de la société. Donc, il y a plein de raisons très, très nobles pour lesquelles on peut devenir chercheur. C'est pas nécessairement pour publier. Publier, c'est le mécanisme par lequel on diffuse, mais c'est comme si on avait remplacé notre goût de la science par le goût du prestige et le goût de la publication. C'est quand même un petit peu problématique. Évidemment, il y a toutes les fraudes scientifiques, les pratiques d'autorat un petit peu malhonnêtes qui ont émergé à partir de tout ça. Et enfin, je veux conclure avec deux choses. Le premier élément, c'est que plus on évalue la science avec la bibliométrie, plus on renforce le rôle de Elsevier et de tous les éditeurs commerciaux qui ont pour but essentiellement de faire de l'argent avec la science. Il n'y a rien nécessairement de mal à faire de l'argent, mais il faut voir que tout ça a des conséquences sur l'accès et l'ouverture et la disponibilité des articles scientifiques. Et je veux contraster cela avec Peter Higgs, que vous connaissez peut-être, qui est l'inventeur du boson de Higgs, et qui a gagné donc le prix Nobel en 2013, mais qui n'avait pas publié depuis 1979. Donc, Peter Higgs, en 1979, écrit son dernier article, puis il dit, écoutez, c'est terminé, moi, j'ai fait ma contribution à l'avancement des connaissances, j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire, ce qui nous rappelle qu'on ne gagne pas le prix Nobel ou on ne guérit pas le cancer parce qu'on a un indice H de 300 ou parce qu'on est cité 10 millions de fois. Ça ne prend qu'un article important, ça ne prend qu'une découverte importante pour changer, si vous voulez, la face de l'humanité. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre temps et merci pour l'opportunité d'avoir pu présenter en français. Évidemment, je suis un peu disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Okay, well, thank you very much, Vincent. I've managed to understand most of it, so that says a lot about my high school French. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta que queráis hacer? ¿En francés, en español, en inglés? Okay, well, I'm going to ask you something. You've touched many points, but so one of the questions we normally get in this type of courses is tips on how to publish and where to publish, because most of the students are PhD students. Yeah. And of course, here we are in Spain with a highly perverse system where we rely a lot of impact factors. What kind of advice would you give to someone who's starting to do their own publications in this kind of environment? How to navigate through the evaluation system? I know it is actually not easy. I would say the first thing is that publish where there's a community for your paper, because the worst thing that can happen for you is actually targeting maybe a journal that is more prestigious, but that your paper doesn't get cited because it's not at the right place. So you need to first focus on readership and focus on communities and focus on actually people who are going to be interested in your paper. And I just want to make a quick contrast between, let's say, a paper published in PLOS ONE and a paper published in, let's say, a less impact journal, but that is disciplinary. PLOS ONE is great because indeed it leads to an international place for your paper. But PLOS ONE disseminates 30,000 papers a year. And I must say that personally, I've had many papers that I published there that should not have gone there. They should have gone into a disciplinary journal where people would have been interested in it. And in many communities, PLOS ONE doesn't really exist, especially in the social sciences. It's a scientific journal, so we don't look at what's in there. So target where there's going to be people who will really engage with your paper. And again, the PLOS ONE case is interesting also on another level, which is that you quite often don't get an editor that actually knows your stuff or knows the domain in general. So even in bibliometrics, you end up with a scientist who thinks they know bibliometrics and they edit your paper, and you get these comments that actually make no sense. So really focus where there's a community. Of course, in an ideal scenario, that journal also has some level of prestige. And of course, I know the system in which you are. But if it's not the case, really go for the community, because then you make sure that these colleagues in your field are aware that you exist, and they're more likely to cite your stuff if they know that you exist than if you're outside in that international journal that they unfortunately don't know about.
And the second thing I'll say is that you need to remain critical. The fact that you're stuck in the system doesn't mean that you can at least a bit fight the system a bit. Like at least try to, when you're in committees and someone says, well, this is important. Well, now you know what are the limitations of the journal impact factor. So don't hesitate to say them, remind them. I know that it takes time. I know it's annoying, but sometimes being the annoying person is actually doing what's right. So yeah. Yeah, thank you. And we have Paola who's asking about programs to use to do bibliometrics regarding figures. Yeah, well, okay. It all depends what your access to the Web of Science is, but bottom line, if you don't have access to let's say an advanced version of a bibliometric database, and you only have access to what's online, then you use VosViewer. And Nicolas knows I think this tool very well. So it's developed by our colleagues at CWTS in Leiden. And basically, you go on the Web of Science, you retrieve records, and then you can do all of your visualization using this tool. The tool is free. There's a desktop version, but there's also an online version. So it really is a great contribution to do that. In my case, I'm old school, so I'm using SQL as my database, and most of the figures will be done with Excel. And my postdocs are all saying that I'm old because of that, which is not totally wrong. But one day when I retire, I'm going to learn new tools, I hope. Thank you. Any other more questions there? You can write it in the chat or podéis decir las preguntas que tengáis en el chat o en voz alta si queréis. Sí, por ahí veo algo. Hi, Vincent. Thank you so much for your introduction to the bibliometrics. And I have a minor question. This is what is your opinion on the use of social media indicators or social media attention indicators for evaluation? To use this indicator as a bibliometric classic indicator? I think it's not ready yet. I think it's really useful as a tool to understand science, but I think we need to understand the indicators a bit more and what are the drivers behind those trends before using them for bibliometric evaluation. We know that there's limits to citation indicators. We've been studying those for 40 years, and even now we're like, there's context where it works, and there's also context where it doesn't work. It's going to be the same thing with altmetric indicators. If you go on the Altmetric website and you look at what are the most cited, the most visible or tweeted papers on social media, you see that many of them are actually anti-vaccine papers or papers that are related to hydroxychloroquine and all of these COVID dodgy drugs. So they cannot be considered as indicators of good science. So we need to think, okay, what does that mean? So if we just take the indicators without being critical, I don't think we are measuring what we want. But if our concept is actually in engagement by society or by some members of societies, yes, then indeed those tweets maybe mean that. But then it means that the indicator is neutral, that it cannot be considered as something positive. And so if it's not positive, then I'm not convinced about using them in evaluations as such. But do we need more work on that? Absolutely. Because these indicators are there to stay, and we need to understand them and see what's good and what's bad in all of that. Here we have another question in the chat. Paola asks, I would like to know what is the minimum result in the Web of Science when I found the number of papers to study. I usually use Web of Science and VosViewer to analyze the results. Not really, but of course, if you have less than 200 results, I would not really compile statistics on that. Of course, it depends what your question is. And typically, bibliometric results, the bibliometric analysis will be done on a couple of thousand records, but always it depends what your question is. What are you trying to answer with those indicators?
Okay, well, I think that's it. We'll leave it then here. I think there are no more questions. Vincent, I'd like to thank you again personally for being here, and thank you for your time, because I know that you have a very busy schedule. Thank you. Thanks again for the invitation. And Nicolas, I sent you the PowerPoint, so feel free to distribute to the members. And hopefully, I'll see you all soon in person somewhere on the planet. Hopefully, yes. Take care. Bye, guys. See you. Nice seeing you. À bientôt. See you. Bye. Bueno, pues nada, hasta luego a todos, chicos.